Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Un café avec ton courtier. Mon nom est Pierre-Alain Saint-Laurent, je suis courtier hypothécaire pour le cabinet Planiprêt. Aujourd'hui, on prend un café avec Ryan Lahaye, un courtier hypothécaire bien connu au Québec, un des original gangsters du courtage hypothécaire, un incontournable. On va avoir la chance de discuter avec lui sur l'évolution du courtage hypothécaire, sur qu'est-ce qui a eu lieu, qu'est-ce qui se passe présentement et qu'est-ce qui s'en vient, autant dans le marketing, autant dans le développement des affaires que dans les stratégies hypothécaires. C'est à ne pas manquer. Par la musique. Yo! Ryan Lahaye, Oui, la légende. Comment vas-tu? The Man, The Legend, ça a l'air. Ça va bien. Écoute, la musique là, d'entrée, là, c'est Riz. J'aime ça. C'est Riz! T'es dans ces langages-là. Écoute, C'est même pas ta fille. Ta fille n'est pas assez vieille pour pouvoir t'amener dans le langage des jeunes. Là. Non, j'essaie de rester jeune. J'essaie de rester avec les times. C'est Riz. C'est Riz. C'est très Riz. T'as du charisme. Écoute, je suis super content de t'avoir, Ryan, aujourd'hui. Original gangster, courtier incontournable au Québec, évidemment, même plus qu'au Québec. Tu as gagné des prix de courtier de l'année au Canada. Tu veux pas en parler? Non, mais écoute, on est là. C'est your show, baby. Combien de nominations tu as eu? Combien de fois tu as été finaliste pour courtier hypothécaire au Canada? Le meilleur courtier hypothécaire, comment on l'appellerait? Plus influent? Cette année, je suis pas là pour la première fois en 10 ans. Donc, c'était 10 ans consécutifs, techniquement. J'étais nominé cette année. Ensuite, je sais pourquoi je suis pas là, mais simplement parce que je n'ai pas appliqué. C'est exactement ça. J'ai pas eu le temps. Il y a quand même une application nécessaire. Ça prend une application, puis après ça, des genres d'entrevues de documents à remplir. Puis j'ai oublié. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, la suite se termine. La dynastie est terminée après 10 ans. Mais quand même, quand je dis que tu es un incontournable, un courtier hypothécaire très influent au Québec, je dois avoir un petit peu raison là, si tu as été souligné par tes pairs ou par un comité de candidature sérieux. Donc, félicitations, mais surtout merci de t'être déplacé, d'être ici avec moi aujourd'hui. Je sais que tu as ton propre podcast, La Retenue. Oui. La Retenue hypothécaire? La Retenue. La Retenue seulement. La première année, on a fait la retenue hypothécaire, puis on a réalisé qu'on voulait, que je voulais sortir un peu de l'hypothèque, puis que maintenant, on parle plutôt de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, les finances au Québec et l'état de l'esprit entrepreneurial au Québec. Donc, on focus là-dessus maintenant. Génial. Le podcast ici, c'est un café avec ton courtier. Tu es aussi courtier hypothécaire. Tu es encore courtier hypothécaire. Oui, j'ai plusieurs projets maintenant, mais ça reste que le courtage reste encore ma job principale, on va dire ça de même. Donc, je suis courtier hypothécaire. Puis c'est la question que je pose à tout le monde. T'es-tu un vrai buveur de café? Oui, absolument. J'imagine avec tous les projets que tu dois avoir besoin. C'est soit du café ou de la coke. Là. C'est l'un ou l'autre, puis je ne vais pas t'accuser de rien. Non, on va rester du côté café. Surtout parce que j'ai un système, un métabolisme, je pense, qui est rapide. Donc, moi, je bois un café, j'ai bu ça, là, puis il faut que je me calme, je parle vite parce que je le sens déjà. Là. On va être deux à parler trop vite. Voilà. Donc, non, je suis un fan de café, effectivement. J'ai même une machine qui est quand même assez spéciale chez nous. En fait, j'ai bâti une section, on a rénové la maison, puis j'ai bâti une section de maison autour de la machine de café. Donc, ouais, je suis un gars de café. Ouais, quand t'es rendu que t'as juste ta maison à ta machine de café, t'es un vrai fan. C'est bad. Ouais. Mais ma femme, au début, elle pensait que j'étais fou, mais là, à chaque matin, ben oui, non, même pas. Elle n'a pas le droit de toucher à cette machine-là. Je pouvais faire qu'elle touche à mon. Non. Donc, non, chaque matin, comme fais-moi mon café, c'est incroyable. Donc, on est là-dedans. Okay. Ryan, courtier hypothécaire depuis combien de temps? Depuis techniquement 2005. Techniquement, parce que avant, tu as fait? 2005, j'ai rentré dans le courtage, mais c'était avec HLC Hypothèque Logique Concept, qui était une division de courtage de la banque CBC. Je dis techniquement parce que on s'entend que c'était une boîte de courtage, mais qui priorisait principalement dans le temps les produits de CBC ou qui avaient plusieurs gammes de produits. Donc, c'était du courtage limité. Oui, c'est ça, exact. C'était pas démarchage, mais c'était pas loin de l'être. Ouais, donc, j'appelle ça techniquement. Mais tu avais ton permis puis tout? Oui, j'étais licencié et tout. Et je suis rentré avec Planiprêt, qui était full cabinet de courtage en 2010. Okay. Donc, techniquement, dans le domaine, presque 20 ans, ça s'en vient.
Ça s'en vient l'année prochaine. Ben, c'est un peu pour ça que je suis content que tu sois là, parce que il y a des courtiers hypothécaires qui sont là depuis les débuts, là, puis qui vont nous parler. Ah ouais, moi, je me promenais là, avec les documents, j'allais les porter à la banque, ou je me promenais. On a connu les fax là, énormément. Ouais. Tu as connu les fax, sans aucun doute. Ouais. Mais tu es encore super actif. Tu es encore un des courtiers hypothécaires qui fait le plus de volume, si c'est pas celui qui fait le plus de volume annuellement, en tout cas dans le top 5. Là. Je pense pas que je me trompe avec ça. Si on va être précis, je suis deuxième en ce moment. Le premier, c'est celui que tout le monde connaît maintenant sur les réseaux, c'est PC Jolicoeur. Donc, On le salue. Oui, bonjour PC, qui est venu à mon podcast aussi. Donc, il fait beaucoup de belles choses au niveau marketing et au niveau courtage. Puis, ça fait 2 ans et demi qu'il est dans le domaine. Il m'a dépassé, mais j'étais pas mal sur le sommet pour, mettons, plusieurs années. Puis, what goes up must come down. T'es vraiment en chute. C'est la chute. C'est la chute. La déchéance le de ton free business. fall, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça. On va aller... c'est ça. Mais non, c'est ça. Je suis chanceux. On a fait des belles choses. On continue à essayer de se réinventer à chaque année. Je me permets de backtracker un tout petit peu. Donc, tu as commencé en 2005-ish. C'est la réponse officielle qu'on a eue. Dans le courtage hypothécaire, évidemment, il y a eu beaucoup de changements. Tu as réussi à tirer ton épingle du jeu pour devenir un courtier super influent, super présent. Dis-moi comment tu es arrivé dans le courtage hypothécaire. Parce que moi, je te connais comme le gros courtier. Là. Moi, je suis arrivé dans l'hypothèque en 2015. Moi, tu étais le gros courtier. Mais fait que je la connais pas, ton histoire, là, ton origin story. Comment est-ce que ça a commencé tout ça? Je sais pas si je l'ai jamais raconté en ligne ou en podcast, mais bon, c'est assez simple. En fait, j'ai étudié aux États-Unis avant de revenir au Canada, finir mon université à Concordia. Je jouais au hockey, je jouais à Buffalo pour Canisius College. Grand collège bien connu. Tellement. Quand même division 1 là, au niveau hockey. Là. Au hockey, c'est connu. Et puis, finalement, j'avais un choix de soit finir mon degré, mon bachelor, si on veut, en actuariat. J'ai étudié en mathématiques actuarielles. Donc, j'ai décidé d'arrêter le hockey et puis revenir au Canada, finir le travail de mon degré en actuaire. J'ai terminé. Puis, par la suite, j'ai commencé à travailler dans le domaine. Notamment pour la CBC. Et puis, je détestais ça. Je détestais la solitude du travail, mais surtout la rigidité de l'horaire. Fait que là, à ce moment-là, tu étais comme actuaire chez CIBC. Oui, c'est ça, exactement. J'ai travaillé aussi un peu pour Wawanesa. Et finalement, j'ai décidé vraiment de partir. Mon père était courtier immobilier dans le temps. Puis il m'a dit, écoute, tu serais bon, mettons, en hypothèque. Naturellement, ma réaction initiale, c'était, tu me niaises. Parce que c'est ton père qui t'en parle. Oui, c'est sûr. Donc, naturellement, il m'aurait dit comme n'importe quoi. Puis je pense que j'aurais eu la même réaction. Mais ouais, non, j'ai dit hypothèque, comme j'ai quand même étudié tellement dans quelque chose qui était plus complexe. Je trouvais l'hypothèque était assez simple. Et puis, finalement, il a dit, mais non, essaie-le. Puis j'ai dit, écoute, je suis quand même encore jeune. Dans ce temps-là. Dans ce temps-là, voilà. Merci en passant. Donc, j'ai décidé de me lancer en hypothèque pour la CBC parce que c'était facile. J'étais déjà là, je garde mon ancienneté. Tu vois, j'avais un plan de dire, OK, au pire, je garde mon numéro d'employé. Donc, si je reviens, je pars, je reste dans l'entreprise. Donc, hypothèque Logique Concept, HLC. Et j'ai commencé, la première année était absolument terrible. Comme dans le fond, là, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Je pense que la première année, j'avais fait 14 prêts après 12 mois. Je pense que j'avais généré comme 12 000 de commission. Là. Dans le temps, les prêts n'étaient pas gros, puis on n'était pas payé super cher par dossier avec la HLC. Tu étais quand même en mode à commission seulement. Là. Tu développais ta propre business. C'était pas comme si IBC t'appelait « Hey Ryan, on a un dossier pour toi. » C'était toi qui allais les chercher. Oui, il y avait... En fait, je m'avais été promis... On m'a promis plein de choses, puis finalement, il n'y a rien de ça qui s'est matérialisé. J'étais vraiment laissé pas mal seul à développer. J'avais du support. Dans le temps, il y avait Benoît Charon qui m'offrait quand même un bon support, mais en termes de comme m'aider à trouver des dossiers, là, il y avait pas mal rien pour m'aider, à part mon père qui m'aidait un peu, mais on s'entend que je pense que la capacité d'un courtier immobilier, mon père faisait plutôt du commercial, je n'étais pas dans le commercial. Il m'a envoyé peut-être 2-3 dossiers. Ça paye pas vraiment les factures. Donc, après 1 an, même vers la fin, j'étais tellement desperate que j'ai demandé des avances à la CBC parce que j'étais comme, écoute, je ne vais même pas être capable de payer mon char, ça va mal.
J'étais moins 80 000 en dette sur ma marge de crédit qui avait commencé à zéro. On m'avait donné comme actuaire une marge de crédit très, très flexible parce qu'on fait ça maintenant avec les étudiants qui ont un bon potentiel. Puis moi, comme un idiot, j'ai décidé de partir pour être courtier hypothécaire. Puis j'étais moins 80 000 dans ma marge. J'habitais dans un sous-sol. Puis voilà, tout allait vraiment bien, vraiment bien. Et j'ai demandé à la CBC de m'avancer de l'argent. Ils ont dit oui pour la fin de l'année. Puis on était début janvier 2006. Puis là, c'était terminé. Là, j'allais partir. Puis mon collègue dans le temps, Jean-Marc Lebrun, qui était là, m'avait dit, tu sais, attends, là, tu fais des bonnes choses. Ben, si tu avais mis 80 000 $ en marketing ou en développement des affaires, il y avait quelque chose qui s'en venait certain. Là. Ben, on espère. Ouais, on peut en parler après sur est-ce que c'était bon ou pas bon, mais il a dit attends 6 mois. Il a dit attends 6 mois, puis t'es déjà rendu tellement à moins de 80 000, c'est quoi un autre 15 000 anyway? Là? OK, donc j'ai attendu 6 mois, puis c'était pas long, là, peut-être 1 ou 2 mois après, ça a vraiment explosé. Explosé. Donc je pense que ma deuxième année, j'avais fait quelque chose comme dans le monde du courtage 25 millions, mais en 2006, là, aujourd'hui, ça prend 50 dossiers pour faire ça. Dans le temps, c'était 150 dossiers ou 140 dossiers. C'était quand même gros là, comme différence. Et puis, ça m'a permis de payer ma marge, puis de continuer à développer. Mais la clé de tout ça, puis un peu, qu'est-ce qui m'a pris du temps à développer, c'est que quand je suis rentré dans le marché, j'essayais de me poser des questions comme comment que je vais me différencier? J'imagine que tous les travailleurs autonomes, les vendeurs se posent cette question-là. C'est quoi ton USP, your unique sales proposition? Puis, au début, j'avais de la misère parce qu'en hypothèque, offrir un bon service. OK, mais c'est beau, là, mais tout le monde dit ça, c'est pas unique. Difficile à mesurer aussi. Ouais, c'est quoi bon service? Ouais, c'est être disponible. Ben, tout le monde peut offrir ça. Avoir un bateau ou un bon produit. Tout le monde a le même Tout produit. le monde fait ça. Donc, la question que je me posais dans le temps, puis dans le marché, dans l'environnement, qu'est-ce qui ne se faisait pas en 2005-2006? C'était une approche analytique sur les conditions à l'intérieur du prêt, puis comment le proposer aux clients. Ça n'existait pas. Les gens ne faisaient pas ça dans le temps au Québec. Là, je ne vais pas avancer que c'est moi qui ai fait ça, puis là, tout le monde le fait. Mais dans le temps, selon mes informations, ça ne se faisait pas. Tout le monde disait, je vais trouver un bon taux, puis ils se battaient sur le taux d'intérêt. Puis il y avait un peu de conseils, pourquoi choisir un an fixe, un 4 ans, un variable, parfait. Des choses relativement simples, mais encore pas un USP. Mais analyser des stratégies hypothécaires, puis analyser, qu'est-ce qu'il y a dans ton prêt hypothécaire qui pourrait te coûter cher sur 20 ans. Il n'y avait personne qui faisait ça. Donc là, j'ai commencé à creuser ce trou-là. Puis j'ai développé une niche où est-ce que je voulais me spécialiser dans l'analyse, dans une analyse plus analytique sur si on choisit ce produit-là, peu importe le taux d'intérêt, oui, plus cher ou moins cher, est-ce que sur les 20 prochaines années, selon notre approche, de manière scientifique, vous allez, selon les données, les statistiques, sauver de l'argent, payer moins cher. Puis ironiquement, après des recherches qui se tiennent encore aujourd'hui, le taux d'intérêt n'est même pas dans les top 3 choses qui te coûtent le plus cher dans un prêt hypothécaire. Puis les gens sont surpris à entendre ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? Tout est basé sur le taux d'intérêt. Oui, mais il y a toujours un taux d'intérêt dans un prêt. Mais si on regarde la différence entre un prêt et un autre, mettons un 5 ans fixe avec toutes les banques, il n'y a pas 1 % d'épargne à aller chercher. Là. Il y a un 10e de point, un 15e de point. Mettons, tu es vraiment bon, là, tu trouves quelqu'un, un 20e de point. Parfait, mais c'est quoi la clause de pénalité d'une banque à une autre? C'est quoi les clauses de portability? Donc, si tu peux vendre et transférer, ça coûte quoi? Y a-t-il des frais mensuels? Il y a des paiements par anticipation. C'est quoi ta situation financière? Donc, quand tu regardes toutes les autres conditions autour et même si tu layers là-dessus des stratégies, donc la Manor Smith, tu as eu un de mes collègues ici tantôt qui parlait de Manor Smith. Tantôt, je voulais dire un autre jour. Un autre jour. Ouais, parce que je t'habille différemment, clairement, c'est une autre journée. Un autre jour. Désolé. Il faut garder donc, c'était quelque chose que ça l'a connecté. Et puis, je continue à évoluer cette approche-là aujourd'hui, après presque 20 ans. À chaque année, je me pose la même question, comment que je vais me différencier cette année? Et on layer, on en rajoute. Donc, c'est important. Surtout où est-ce que le marché s'en va aujourd'hui, selon moi. Là. Le marché s'en va
dans une direction, qu'on peut en parler si tu veux, mais je pense que les stratégies, le conseil, pas le conseil, ça, comme paye pas, endette-toi pas beaucoup, là. Les gens savent ça, là, mais du conseil réel sur comment approcher la gestion de ta dette différemment pour vraiment avoir un impact significatif. On parle de centaines de milliers de dollars sur 10-15 ans. C'est ça que je trouve qu'il y a un manque encore aujourd'hui. Il y a une minorité des courtiers qui peuvent réellement démontrer scientifiquement, avec des outils et mathématiquement, comment faire cette approche-là. Et donc, je reste dans ce genre de cercle. Parce que, tu sais, moi, je dis toujours que le taux, c'est la chose qui est la plus facile à comparer à un barbecue. Ben oui. Quand tu es avec tes amis, moi, j'ai tel taux, puis le prix de ma maison, c'était ça. Mais ils ne parlent même pas de leur paiement mensuel, qui des fois ne change pas grand-chose, mais justement, tout ce que tu dis qui va avoir des impacts majeurs, l'imposition, les raisons fiscales, tout ça qui est difficile à se comparer d'une personne à l'autre, mais qui fait toute une différence, puis qui peut créer des erreurs. Je veux dire, une pénalité, là, ça peut être 20 000 ça va vite. Là. Ça peut faire mal. C'est une question que tous les clients, tous les courtiers surtout devraient se poser, mais les clients qui rencontrent un courtier ou qui rencontrent un banquier ou un démarcheur, si le conseil ne dépasse pas choisir un 1 an, un 2 ans, un 3 ans ou un 5 ans et choisir un bon taux, si ça s'arrête là pas mal, avec des petits conseils sur veux-tu payer par semaine ou 2 semaines, s'il n'y a rien de plus, posez-vous des questions. Mais c'est la majorité des courtiers, on s'entend. C'est la majorité des courtiers, des banquiers et des démarcheurs. Puis quand je dis majorité, c'est pas comme 56 là, c'est 98 Il y a encore beaucoup de monde qui sont transactionnels, là, qui veulent en faire le plus possible. Puis ils vont vendre le fait que ça va aller vite, ça va être simple. Oui, ils vendent vitesse, prix. Puis, comme dans n'importe quoi, si tu choisis le plus bas prix quand tu fais des rénovations chez vous, ça se peut que si tu payes le moins, mais ça se peut que tu le refasses le travail 3 fois. Donc, est-ce que le plus bas prix, c'est le moins cher? Pas nécessairement. En fait, rarement dans les hypothèques. Je t'ai entendu des fois dire, quelqu'un t'avait demandé pourquoi que tu es bon, mettons, dans l'hypothèque, puis tu m'avais répondu, mais tu avais répondu parce que les autres le sont pas. C'est vrai. C'était une entrevue que j'avais donnée à une banque à un moment donné, puis ils m'ont dit change ça, c'est terrible, on va pas publier ça. C'était leur 100e anniversaire, ils m'avaient posé la question, mais toi, comme courtier, pourquoi que tu as eu le succès que tu as eu? J'ai dit, franchement, la réponse, c'est que c'est pas que j'ai réinventé la roue ou quelque chose, c'est juste que les autres sont tellement mauvais que je suis juste correct, puis c'est assez. Peut-être c'est pas très bon de dire ça. Mais je pense pas que c'est mauvais. Il y a un trou. Il y a quelque chose qui n'est pas fait. There's a vacuum. Ouais. Exactement. Puis même après des années que je crie que c'est ça, je suis surpris à ce jour qu'il n'y a pas plus de courtiers. Il y en a plein, là. T'en fais partie, tu penses de cette façon-là, mais ça me surprend encore que la vaste majorité ne sont pas dans cette direction-là, surtout avec la vague d'automatisation qui s'en vient, le AI. À un moment donné, le client n'aura pas besoin d'un courtier pour avoir son acceptation hypothécaire, ni un bon taux d'intérêt. Ça va être aussi simple qu'il rentre son nom, son date de naissance, son numéro d'assurance sociale. Il y a un scan de sa face pour être sûr qu'il est vrai, qu'il va se passer, je ne sais pas. C'est en train d'être travaillé en ce moment. Là. Il y a même il y a plein de projets pilotes qui sont en voie qui sont en cours en ce moment, qui fait que l'approbation va être automatique. Pour les clients, vous allez être contents, plus de documents. Tout va être automatique parce que, là, c'est scary, là, je sais, mais la banque et le gouvernement vont tout avoir accès à ça. Donc, quand tu rentres ton nom, ton numéro d'assurance sociale, il n'y aura pas de fraude parce qu'ils vont savoir ton salaire, ils vont savoir tes dépôts, ils vont savoir tout de ta vie. Ils vont être capables de te dire tout de suite, tu qualifies pour 750 000 et voici le meilleur taux qu'on peut te donner. Thank you, have a nice day. Donc, un courtier hypothécaire, comment il se trouve dans comment ton service que tu offres aujourd'hui, c'est notre nouvelle réalité, monsieur le courtier, dans notre domaine, où est-ce que tu te vois là-dedans? Puis la plupart n'ont pas la réponse. La réponse, c'est comme les chauffeurs de taxi avant Uber, ben voyons, ça ne va jamais arriver. Ouais. Comme Kodak, avant que, tu sais, non, on va être correct, regarde, tout est beau. Puis Kodak, aujourd'hui, là, ils n'ont pas le marché. Donc, si tu innoves pas et si tu ne vois pas la vague qui s'en vient, tu risques de te retrouver frappé ou en dessous de la vague, dans le corail, en train de te gratter le dos, là, puis ça fait mal, ça, c'est pour les surfeurs qui nous écoutent. Parce que souvent, je pense que le courtier hypothécaire va se voir à l'intersection entre l'immobilier puis la finance personnelle. Puis je pense que ceux qui se retrouvent un petit peu plus du côté de l'immobilier vont se retrouver un peu à se faire avoir parce que ce qu'ils vendent, c'est de la vitesse, c'est du taux, c'est le prix.
Mais ça va être plus facilement remplaçable que ce qui est finance personnelle. Puis là, je n'irai même pas dans les grosses stratégies, mais juste de mettre ton client en confiance, de prendre du temps avec lui, de t'assurer qu'il va avoir les bonnes stratégies pour ne pas faire des erreurs. Parce que si tu vas dans la vitesse, non, c'est ça. Les robots vont être plus vite que nous, c'est certain. Chaque transaction hypothécaire, il y a différents types. Mettons un refinancement, un renouvellement, un achat standard, donc un achat de maison occupant, un achat d'immobilier locatif. Il y a des angles ou des stratégies pour chaque transaction. Un premier acheteur, tu dirais que c'est simple, il n'y a pas de conseil à faire là-dedans, mais c'est faux parce que le premier acheteur, il n'y a pas besoin d'aide réellement avec le prêt comme tel si tout est automatisé. Il y a besoin d'aide sur savoir, ben attends, qu'est-ce qui se passe dans la transaction, comment que je suis bien encadré au niveau de mes finances, combien de mises de fonds je devrais mettre si je veux épargner. Il travaille dans quel domaine, par exemple? Donc, sa retraite, c'est quoi son plan de retraite? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Donc, tout l'aspect conseil et les programmes gouvernementaux qui ont changé le budget, leur expliquer comment optimiser le CELIAP et les REER et le RAP. Donc, une façon de double dip qu'on dit pour aller chercher le maximum retour d'impôt, donc optimiser fiscalement. Donc, toutes ces choses-là, c'est un aspect conseil. Et il faut développer cet aspect-là de conseil tellement profond où est-ce que tu devrais être capable de dire à ton client, est-ce que ça vaut 2 000, 3 000, 4 000 pour toi? Si je te dis, je vais t'expliquer tout ça, puis finalement, il faudrait que tu me payes. Ça, c'est en fait, pour tous les courtiers qui nous écoutent, c'est ça la vraie question, puis que tu devrais commencer à développer aujourd'hui. Puis je commence à le développer, puis des fois, c'est un désastre, puis des fois, ça marche. C'est que, es-tu capable de facturer pour qu'est-ce que tu fais? Puis si ta réponse est, ben non, le client ne va jamais me payer, my friend, you're in trouble. Donc, je ne dis pas que vous devriez facturer aujourd'hui parce qu'on est rémunéré par les banques, mais si ton conseil ou ta stratégie ou la façon d'adopter ton client n'est pas à un niveau où est-ce que potentiellement le client serait prêt à te payer, il va avoir de la misère. Ça, on en a déjà parlé ensemble de dire, on dit toujours que notre service est gratuit, là. Puis c'est un peu un couteau à deux tranchants, ou est-ce que notre service n'est pas gratuit. Ça donne l'impression que ça n'a pas de valeur parce que c'est gratuit. Moi, non. Mais... Notre service est payé et rémunéré par la banque. Autant que, c'est comme si un banquier te dirait, vous rentrez en succursale et dire, moi, je ne suis pas payé pour travailler ici, je fais du bénévolat. Ben non, tu es payé un salaire. Tu ne dis pas que le service est gratuit. Vous le savez fondamentalement que si vous rentrez à une banque, le gars, il reçoit un salaire ou la fille reçoit un salaire ou la personne reçoit un salaire. Donc, c'est normal. Personne ne se pose la question, mais les courtiers ou les démarcheurs s'en vont partout dire « Ah, c'est gratuit, c'est gratuit ». C'est pas gratuit. La banque nous rémunère. Donc, il y a un aspect de ton taux et ton produit que tu payes, monsieur le client, qui incorpore notre rémunération. Chose qu'éventuellement, si tout est automatisé, la banque ou l'entité qui prête va, avec joie, donner un rabais au client pour aller direct. S'il n'y a plus de courtier à payer, s'il n'y a plus de démarcheurs à payer, s'ils n'ont plus d'analystes à payer... Écoute, c'est le modèle qui existe depuis longtemps. Là. Costco, là, ça existe pour une raison. Là. Ça élimine des étapes au niveau du marché. C'est le classique. Là. Ça existe dans tous les domaines. Pourquoi ça n'arriverait pas dans le réseau bancaire? Ça va arriver. On n'est juste pas rendu là encore en termes de législation, en termes de technologie, mais ça va arriver. Tu as parlé des changements qui ont été... on est le 2 mai présentement, donc quand on enregistre ça. Tu as parlé des changements au budget fédéral du mois d'avril. Assurément que le budget va être adopté si les conservateurs peuvent rester en chambre sans se faire mettre dehors. Ouais. Sans se faire censurer. Dis-moi, tu en as vu des changements, là? Qu'est-ce qui a été les plus gros changements que tu as connus? Je te ramène à ton rôle d'historien de l'hypothèque. Là. Qu'est-ce qui a été le plus frappant qui a demandé au courtier de s'ajuster le plus? Écoute, je pense que c'est la première fois en 20 ans qu'ils nous rajoutent des affaires qui sont intéressantes versus les enlever. Depuis, on est dans une vague d'austérité au niveau des hypothèques, on va dire, depuis probablement 2007. J'ai commencé en 2005, juste avant la crise financière. Il y avait un temps, entre 2006 jusqu'à fin 2007, qu'on pouvait acheter un immeuble à revenu, un duplex sans mise de fonds, 100% locatif, sur 40 ans d'amortissement. Donc, avec un offset, pour ceux qui comprennent c'est quoi, là, avec un offset de 100%. Pas de taxes, pas de chauffage. Donc, pour les gens dans le domaine, ce que ça veut dire, c'est que si ton duplex était moindrement profitable, tu pouvais en acheter
un après à l'autre. l'infini. Ouais. Il fallait juste aller acheter d'argent pour payer le notaire. Donc, ça, c'était le programme amorti sur 40 ans. Donc, c'était le programme en 2007. Ils nous l'ont enlevé. Ils ont baissé à 35, ils ont baissé à 30, ils ont baissé à 25 ans amortissement assuré maintenant. Donc, en fait, on est sur une vague depuis longtemps qu'ils ont enlevé. Donc, en fait, si tu me dis comme c'est quoi la meilleure chose qui est arrivée. La plus grosse chose, pas la meilleure. Le plus gros changement que tu as eu. Le plus gros changement dans le domaine. Mon Dieu, c'était une question. Le plus gros changement qu'on a vécu. Mais parce qu'il y en a toujours des changements, ça l'arrête jamais. C'est ça, non, mais toutes les 2 semaines, il y a quelque chose, il y a un prêteur qui change quelque chose, le gouvernement qui change de quoi, il y a l'OSFI qui fait quelque chose. Mais fait que tu as été habitué à faire ces changements-là. Y en a-tu un où tu te souviens de dire hey, ça avait été. Ça, il fallait que je rappelle mes clients pour leur expliquer la nouvelle vie. Là. Ben, c'est sûr que les normes B20, B21 du BCIF ont vraiment eu un impact, notamment au niveau du stress test. C'était quand même gros. Là. Donc, je te dirais que le plus gros changement par rapport à la qualification hypothécaire, surtout avec l'augmentation des taux qu'on voit maintenant aujourd'hui, que le stress test qu'ils n'ont pas modifié a vraiment un impact. Tu as une marge de crédit hypothécaire aujourd'hui. Ton taux est à 7,7, on te qualifie à 9,7. 9,7 versus quand on le qualifie à 5,25, il y a moins d'un an et demi ou 2 ans. C'est tout un impact. Donc, il va falloir penser à ajuster ça, mais on n'est pas dans le mode d'ajuster en ce moment. On est en pénurie de logement au Canada pour d'autres raisons. Donc, ça sera pas... pensez pas qu'on va avoir des assouplissements au niveau de la qualification hypothécaire qui vont venir. Là. Ça serait très surprenant. Augmenter le problème. Oui, le problème de pénurie de logement. Même les REER, le max REER pour le RAP à 60 000, puis avec le CELIAP qui est sorti également, ça contribue également à des problèmes. Ça aide les premiers acheteurs, oui, mais ça fait qu'il y a plus de gens qui peuvent rentrer dans le marché. Ça facilite la qualification. Ça augmente les prix. Pour les premiers acheteurs. Donc, ça augmente les prix dans un marché qui est déjà très, très, très serré à cause qu'on construit simplement pas assez de maisons. Ça, c'est un problème municipal. Même si on crie après le fédéral que d'arranger le problème, c'est vraiment un problème local au niveau permis, au niveau infrastructure et tout ça. Là. Donc, ce problème-là va juste se régler d'une façon, selon moi, c'est la mort d'un démographie complet. Là. Donc, dès que les baby boomers sont tous décédés, on va être dans un autre... ça va se régler de cette façon-là, mais ça va prendre du temps. Là. Puis c'est morbide en mots. C'est morbide de dire qu'on va attendre que tous nos parents sont morts, puis là, on est correct. Mais puis encore là, l'immigration remplace quasiment les baby boomers quasiment à la même vitesse. Là, fait que, oui. Là, ils ont mis une espèce de frein, puis en même temps, c'est un problème, mais on en a besoin. Là, fait que on a beau dire que c'est un problème, l'immigration. Sans eux, on aurait une pénurie de main-d'œuvre. Fait que c'est pas vraiment les recherches le démontrent. Une population vieillissante ou une population d'un pays qui n'a pas une croissance robuste ou relativement robuste et stable a une économie qui va s'effondrer. Donc, il y a plusieurs exemples. Le Japon, c'en est un. Si on regarde des pays un peu plus développés, mais il y en a plusieurs. Donc quand tu as un pays avec une population qui est vieillissante, puis tu ne remplaces pas avec un taux de natalité. De natalité, c'est ça, j'allais dire. Je suis pas sûr que c'est le bon mot. Ça ressemble. Un taux de make love, baby, qui est très élevé. The promiscuity index. If your country's promiscuity index is not high, you're in trouble. Très PG-13 comme podcast quand même. But yeah, so l'important, c'est on est dans un show de courtage. Ces sujets-là, j'en parle avec les clients. On a des discussions économiques, des discussions démographiques. C'est des sujets que tu devrais parler avec tes clients puis leur informer pour qu'ils comprennent un peu d'où viennent les conseils, les choses qu'ils devraient faire, comment ils devraient planifier leurs prochaines années, 5, 10, 15 ans, pour eux et pour leurs enfants. Parce que souvent, avant que tu aies des enfants, tu penses juste à toi. Puis la seconde, tu as des enfants, c'est comme ta perspective change un peu. Puis c'est pas juste about you, c'est comment je vais m'assurer que mes enfants vont être corrects. Éducation, logement, tout ça. Donc tu sais, c'est parler de l'économie, parler où est-ce qu'on s'en va, puis parler des tendances au niveau de technologie avec vos clients, avec les clients, c'est hyper important. Puis ça t'amène une valeur ajoutée. La plupart des courtiers, comme ton produit, parce que tu es courtier aussi, c'est toi. Mon produit, c'est moi, essentiellement. Même si je suis plus dans la gestion maintenant, je rencontre encore des clients, mais j'enseigne d'enseigner. J'enseigne à mes employés d'enseigner exactement la même chose, ce qui est de la planification financière, la gestion du passif, la gestion de la dette.
et tout ce qui est politique, géopolitique, technologie qui entoure ça pour optimiser. Donc, c'est plate. Pour la plupart des courtiers qui nous écoutent, sont comme. Puis même ma conjointe, quand elle m'écoute, elle dit tabarouette, t'es lourd. Mais tu sais, je suis lourd jusqu'à temps que je ne le suis pas. Dans le sens que les clients qui achètent, ils veulent savoir. Mais tu sais, mettons, tu ne m'inviterais pas à un 5 à 7, là, c'est même. Mais c'est bon, on n'est pas là pour ça. J'ai rien dit. Je t'ai invité plein de fois à des 5 à 7 que tu ne voulais pas dans mon ancienne vie. Fait que dans le fond, là, on a fait un peu, bon, OK, qu'est-ce qui est arrivé dans les changements, mettons, beaucoup de changements. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Je ne veux pas aller dans le futur encore, je te garde en 2024. Dans le courtage, mais dans le marketing du courtage, dans le développement des affaires du courtage, moins dans les normes, là, moins dans la stratégie financement, mais dans le courtage hypothécaire. Je pense que je veux te laisser aller. Ouais. Parce que je sais que tu as une bonne vision de ça. Ouais, quand tu parles marketing, tu veux dire comme développement des affaires pour un courtier. Visibilité. Tu sais, la façon d'être visible, c'est de striker un équilibre entre qu'est-ce que les gens veulent voir puis qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre. Donc, besoin d'entendre, ça veut dire les informations qu'ils ont besoin. Puis, on est dans un environnement où est-ce que les gens sont curieux, surtout au niveau médias sociaux. Donc, si tu penses juste donner de l'information et de l'éducation en ligne sans te montrer la face ou sans t'exposer personnellement ta vie, les gens c'est plus dur de pogner du traction. Les gens veulent avoir un aspect de t'es qui toi? What are you about? Un peu le Pinterest, comme ils veulent voir derrière le rideau. Ouais. Un Pinterest, mais c'est people interest. People interest, oui. Comme ils veulent voir derrière le rideau, pas trop, mais un peu. Mais en même temps, apprendre sur des choses qui leur intéressent, qui pourraient avoir un impact sur leur vie. Donc, c'est de striker un équilibre au niveau du marketing, de fournir aux gens, à la population, surtout au niveau de l'endettement ou de la planification financière, des conseils, tout en t'exposant personnellement pour que les gens puissent connecter avec toi. PC Jolicoeur pour tous les... PC le Jolicoeur, qui est un courtier que souvent la population du Québec connaît, il a trouvé ça un peu. Peut-être qu'il donne moins d'éducation si tu regardes, mais il compte des histoires. Et les gens veulent entendre des histoires. They want to be entertained. On est à Rome, c'est Gladiator, là, they want to see blood. Mais donc, les storytellers, les conteurs d'histoires, ça a toujours été populaire, puis ça ne sera pas remplacé par les AI, je pense pas. Là. Fait que non. Ça, il y a attends, mais il y a quand même un talent là-dedans ouais. qui est une valeur. Là. Oui, exact. Donc, recherché. C'est malheureusement, je dis malheureusement, mais on est dans un temps où est-ce que la popularité égale le succès et le succès n'égale pas la popularité. Donc, so in English, because you're popular, you get success now. And if you have success, doesn't mean you're going to get popular. Et puis, PC a compris ça un peu. Donc, il a transformé une popularité un peu avec ses histoires et tout ça dans une business qui est très viable et très profitable. Est-ce que son modèle va être viable à long terme lorsque l'automatisation arrive? À voir, mais c'est une personne très intelligente qui va pouvoir peut-être changer, s'ajuster. Tu sais, ça va dépendre de lui, mais c'est vraiment pour un courtier qui nous écoute ou n'importe qui en vente, là, c'est de striker l'équilibre entre compte des histoires, soit vulnérable, expose qu'est-ce qui est derrière le rideau à un certain... En même temps que de parler des choses qui... Répond à la question au client, « What's in it for me? » Comme si un client t'appelle, ils ont quoi? Qui est unique à toi. Si la réponse est « appelle-moi, je suis bien cool », ben tu vas juste pogner les gens qui si te regardent, te trouvent cool. Peut-être c'est beaucoup, peut-être c'est moins beaucoup, mais tu sais, tout le monde fait ça. Donc, le marketing d'un courtier ou d'un vendeur, it's not about you. It can't be about you. Puis, il y en a trop que les courtiers immobiliers, ils ont ce problème-là. Ça parle moins de la maison. Écoute, si tu suis la vaste majorité des courtiers immobiliers au Québec ou au Canada, c'est toujours, ils parlent de la maison qu'ils sont en train de lister, puis tu vois juste leur face. Il n'y a pas la maison, il n'y a pas d'avantage de parler de la maison, presque rien. C'est un ego trip. Et jusqu'à un certain point, ça peut fonctionner, mais ça a ses limites. Donc, c'est de trouver l'équilibre entre ça et de fournir vraiment une valeur unique à toi que tu vas pouvoir utiliser et développer une business. Ta business n'est pas obligée d'être pour tout le monde. Ça, c'est le point le plus important.
c'est rare les gens qui peuvent être Amazon et être quelque chose pour tout le monde. Donc, le point d'un bon courtier ou d'un bon vendeur dans n'importe quel domaine, c'est d'avoir un démographique ou un demographic le plus petit part de marché viable possible. Le plus petit, viable. Donc, si, mettons, ton marché que tu veux cibler, il est viable, domine ce petit segment de marché-là. Tu n'es pas obligé d'être tout le monde. C'est rare que les courtiers pensent de cette façon-là. La plupart des courtiers, c'est appelle-moi. Puis quand ils reçoivent le dossier, ils essaient de trouver la solution. Donc, ils essaient d'être un petit peu de tout pour tout le monde au lieu d'être tout pour un petit nombre de gens. Donc, qu'est-ce qui arrive quand tu fais le premier, c'est que you end up being nothing for anyone. And so you're just another, cog in the machine and not unique or interesting. Tu trouves-tu, il y a 3 ans, là, ça fait pas longtemps, 3 ans, quand je dis que les choses changent vite, là, il y a 3 ans, t'avais-tu un compte Instagram? Oui. Et comment t'étais-tu utilisé? Oui, c'est ça. Pose-moi la question si j'étais actif. Ouais. Je suis actif sur les médias sociaux depuis juillet, comme de manière systémique et organisée. Intentionnelle depuis juillet 2023. C'est hier. Ouais. Je l'avais, il était là, il y avait du posting, mais j'avais pas. Je faisais la même chose que je faisais, mais je faisais pas ça sur les médias sociaux. Et ça m'a pris un bon bout de temps de dire OK, mais je vais embarquer là-dedans, je vais faire des webinaires, je vais faire des stories, je vais embarquer dans un podcast. J'avais le podcast avant, mais c'était moins sur les médias sociaux. Tu sais, j'ai décidé de OK, je vais m'exposer, je vais prendre le risque, si on veut, de m'exposer publiquement. Et voir comment ça se passe. Puis aujourd'hui, je te dirais qu'un dossier sur 2 qu'on reçoit provient des médias sociaux. Donc, des gens qui nous voient, qui disent « OK, mais moi, je veux savoir un peu plus sur ça. Je veux parler à toi, je veux parler à ton équipe, à ton organisation. » Donc, c'est bon d'un côté. C'est mauvais d'un autre. Le mauvais étant que, à cause que c'est toujours notre travail basé sur un peu notre personnalité, le côté derrière le rideau, même si l'information que je donne est générique, puis pas générique, mais mes employés ou mes courtiers pourraient le livrer, c'est moi qui vois. Mm-hmm. Donc, c'est avec moi qui veulent parler et PC a le même problème exponentiel. Puis à un certain point, tu ne peux pas parler à tout le monde. Donc, dans le courtage, éventuellement, il faut que tu te sépares de ça pour que ta business puisse grandir. C'est plus difficile de faire cette transition-là. C'est pas un problème pour tous les courtiers nécessairement, ce que tu dis là, mais quand tu deviens vraiment avoir réussi... au niveau, là, ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Dans un certain point, quand tu te poses la question comment que je peux me sortir de la business pour que je puisse travailler sur la business puis pas dans la business, on s'entend que ça va pas mal bien. C'est ça, exactement. Tu n'es pas en train de pleurer. Là, c'est un bon problème c'est un bon problème comme courtier. Mais reste que moi, ça m'a surpris de commencer dans le courtage. Évidemment, j'ai été dans le courtage sans être courtier pendant longtemps. Puis de commencer, puis de me dire ah ouais, faut comme je devienne influenceur. Là. C'est un peu ce que tu l'avais pas vu là, venir. Mais sinon, où tu vas aller la chercher, la business? Puis il y en a je pense à... Son nom m'échappe, là, mais de 10 months alone, puis tout ça, 10 loans a month. Ryan Wiley. Merci, Ryan Wiley, qui dit t'es pas obligé sur les réseaux sociaux, mais trouve-moi une façon où tu vas toucher à autant de gens. How do you scale? Il n'y en a pas, c'est impossible. Ryan, il fait je connais Ryan. Donc, il s'appelle Ryan aussi. Aussi, tout est Ryan. If his name is Ryan, there must be something good. Donc, puis c'est ça. Pour les courtiers qui ne suivent pas et qui comprennent l'anglais, ils devraient le suivre. Il y a un bon podcast qui parle Mortgage souvent. Game. Mortgage Game, exact. Puis à part qu'il s'habille un peu comme un OG lui-même, je le niaise en passant, là, il a toujours l'air d'avoir juste fini d'avoir fait un skateboard competition pendant qu'il fait son podcast. Là. Mais son contenu est très intéressant, puis avancé, puis il se réinvente également à chaque année. Donc c'est quand même quelqu'un à suivre. Ouais. Okay. Fait que ça nous dit où est-ce qu'on en est maintenant. Qu'est-ce que tu vois pour le futur un petit peu? Où est-ce que... J'aime pas ta face, que tu as l'air inquiet, mais moi, je peux comprendre aussi l'inquiétude. Un bon travailleur autonome ou personne dans son entreprise devrait toujours être inquiet un peu. En anglais, on dit practice a little bit of practical paranoia. Donc, je suis toujours un peu dans le... les êtres humains sont bons à ça, comme il est où le lion? Mm-hmm. Il va-tu sortir ici pour me manger? Donc, je suis un peu dans le... c'est ça qui sert l'anxiété, là, à ne pas se faire manger par le lion. Exact. Donc, moi, il y a des lions partout tout le temps.
où est-ce que je vois. C'est pas tout mauvais. Je pense qu'il y a vraiment un désir de la population de se faire, d'avoir des conseils au niveau de l'éducation financière. La preuve, c'est le podcast que je roule. On a quand même un intérêt. Les gens sont intéressés par le contenu de planification, d'organisation, d'être conseillé, d'être encadré. Tout le monde est tellement occupé ces temps-ci. En fait, le monde est très, très occupé. Puis on est hyper spécialisé. Il y a plein de recherches là-dessus, des livres là-dessus au niveau anthropologique. Je suis tellement nerd, là, mais c'est que, tu sais, les êtres humains ont été capables de dominer la planète à cause qu'on est ultra spécialisé. Et le plus qu'on avance, le plus qu'on devient ultra spécialisé dans ce qu'on fait. Et on assigne les tâches qu'on n'a pas le temps de faire à d'autres personnes, que ce soit la comptabilité, couper ton gazon, laver ta piscine, si tu n'as pas le temps, changer laver tes pneus, ton auto. laver ton auto. C'est tout parce que on essaie de ramener ça au basic pour avoir du temps et de la qualité de vie. Tout le monde serait pas mal d'accord avec ça, je pense. On pourrait avoir une discussion sur est-ce qu'on devrait simplifier les choses puis aller habiter dans la campagne puis relaxer un peu, là, probablement. Mais juste gardons juste que les gens veulent juste faire ce qu'ils ont à faire puis se sentir qu'ils sont bien encadrés. Comme d'avoir de la confiance dans X, Y, Z services qu'ils ont embauché. Puis le problème qu'on voit, c'est que c'est pas ça dans le marché actuellement. S'il y a des clients qui nous écoutent ou des gens, c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment eu une confiance, que vous êtes rentré dans X place, que vous étiez sûr que ça allait bien aller. Il y a toujours une nervosité que si je paye pour ça, ça va-tu bien aller? Il va-tu installer mes fenêtres à temps? Il va-tu rénover ma cuisine correctement? Le gars de gazon va-tu passer? Pour couper le gazon, je l'ai appelé 4 fois. Puis là, comme j'ai un avis de la ville, écoute, c'est problème après problème. Il semble avoir une déconnexion, que les gens sont juste désengagés de leur travail. Mais puis on s'attend à ce que ça n'aille pas bien même. Tu appelles ton médecin, c'est quand même important, puis tu dis médecin, c'est sûr que je serai pas à avoir un rendez-vous. Si vous avez des enfants, la garderie, l'orthophonie, n'importe quel service là, que vous tentez d'avoir, là, c'est soit ils n'ont pas le temps, soit le service est mauvais, soit c'est médiocre, soit le délai est trop long. Il y a toujours un problème. Si tu es capable non seulement d'offrir quelque chose qui a une valeur, mais de démontrer que tu es capable de le faire de manière intègre et authentique, si je te dis je vais t'appeler à telle heure, je t'appelle à telle heure. Si je te dis que je vais faire ça, je le fais. Si je ne suis pas capable de le faire, je suis honnête et je te le dis. Si tu adoptes juste une intégrité impeccable à l'intérieur de la conversation de votre entreprise, il va y avoir juste là des clients qui vont juste te prendre simplement parce que, my God, au moins fiable. je le sais, qu'est-ce qui va se passer ici. Le taux est 0,10 plus élevé. Ça ne me dérange pas de payer le 11$. Quand je l'appelle, il répond. Puis quand j'envoie un courriel, je sais qu'il va répondre. Imagine-toi que ça va te mettre en avant de tes collègues. Si juste faire ça, ça te met en avant de tes collègues, c'est quand même assez incroyable. Ça veut dire que, comme je disais tantôt, il y a un paquet de gens qui ne savent pas ce qu'ils font ou qui s'en, on va le dire, là, qui s'en calissent un peu. Là. Donc, basically, act like you give a fuck and it's going to be okay. Ouais. OK. Podcast. Toi, tu as un podcast, j'ai un podcast. Tu es sur mon podcast. Ouais. Il y a une question. Il y a une question qui s'en vient avec ça. Non, je ne veux pas me faire inviter. C'est pas comme toi avec McSween. Tu en penses quoi de l'industrie du podcast? Ça aussi, il y en a beaucoup. Là. On n'est pas les seuls à avoir un podcast. Là. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu fais ça? Everybody wants to have their voice heard. Le podcast... Le podcast, c'est la nouvelle médium qui répond à la question que les gens veulent se sentir qu'ils sont entendus. Puis, c'est pas toujours qu'ils sont vraiment entendus. Des fois, c'est pas la réalité, mais le feeling de se faire entendre. Donc, écoute, je pense que tout le monde peut avoir un podcast. En fait, c'est parfait. Mais pourquoi vous le faites? La question à se poser, c'est comme, c'est juste un podcast? Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent des podcasts puis vont dire n'importe quoi. N'importe quoi. Puis il y en a que je connais personnellement, puis je le sais très bien que leurs opinions, en réalité, sont même pas proches d'être ce qu'ils sont en train de dire sur leur podcast. Ouais. C'est juste parce qu'ils veulent se faire entendre. Et se faire entendre est plus important que leur intégrité personnelle. Fine. On a tous des besoins psychologiques. Personnellement, moi, c'est les nachos avec fromage que je mange à 11h le soir quand j'écoute Last Night Tonight avec John Oliver. Bon, on a toutes des affaires, mais
c'est cool que tout le monde a un podcast, mais il faut se poser la question comme t'essaies, c'est quoi ton but? Qu'est-ce que tu essaies de véhiculer? Et puis, à long terme, tu sais, what you put out into the universe comes back to you. So, de mon côté, mon podcast, c'est sur l'entrepreneuriat, d'avancer l'éducation financière au Québec, les connaissances au Québec, de parler à des entrepreneurs dans différents domaines et d'essayer d'inculquer aux Québécois qu'ils sont dans une excellente position d'être entrepreneurs et de se sortir un peu de nez pour un petit pain là, qui existe encore aujourd'hui. Que je suis ici presque toute ma vie. J'ai été Nouveau-Brunswick, mais comme je le vois tous les jours, la mentalité autour de l'entrepreneuriat et de la création de richesse au Québec est vraiment, vraiment pitoyable. Donc, c'est d'essayer de changer cette mentalité-là. Ça, c'était le but de mon podcast, de partager, de jaser avec des gens qui sont là-dedans. Donc, ton podcast, c'est de parler du domaine du courtage parce que ça fait longtemps que tu es dans le courtage, ça te passionne. Tu étais avec les banques avant, tu es courtier maintenant. So, clairement, c'est quelque chose qui te passionne. Donc, tu sais, it's not, like, talk about what's passionate for you and then people will connect. Otherwise, you're just full of shit. Tu le vois comme, comme du développement des affaires ou comme de l'éducation? Parce que des fois, moi, je vois des gens là, qui pourraient très bien se filmer puis dire quelque chose, mais pour se donner de la crédibilité, vont faire comme si c'était un podcast. Des fois, c'est même pas un vrai podcast. C'est juste, ils ont un micro, ils ont des écouteurs, puis là, ils parlent, ça donne l'impression que c'est un podcast pour avoir la sharp. Il y a des affaires marketing là-dedans, c'est correct. Ça revient à qu'est-ce que tu donnes. Si tu n'as pas de valeur à donner, il n'y aura pas de valeur en retour. So, the more value you give, the universe will send back to you. C'est la règle qui existe depuis le début des temps. Donc, si tu as un podcast puis tu le fais juste pour t'enrichir personnellement en créant de la bullshit dans un micro, à un moment donné, ça va te revenir d'en face. Là. Donc, whatever, man. Dis-moi, ça fait longtemps que dans le courtage. Dis-moi quelque chose que tu vois dans le courtage actuellement ou dans les courtiers hypothécaires, dans l'industrie large là, qu'on est, qui te rend optimiste. Qui me rend optimiste? Oui, parce qu'on parle beaucoup, c'est facile de chialer, là, c'est facile. On est bon. On est bon pour faire ça, pour voir des choses négatives. Ouais. Mais qu'est-ce quelque chose que tu vois que tu dis, c'est bon, ça? Je suis content que ça mais avant là, de plus en plus. C'est moi, là, le chiolage, là, j'apprécie le chiolage, mais avec une étoile où est-ce que c'est facile d'identifier les problèmes, très facile de suggérer des solutions. Donc, souvent, tu vas voir que quand j'identifie un problème qui existe dans le marché, je suggère une alternative où est-ce que tu pourrais avoir d'autres résultats ou une alternative à ça. Là. Donc, c'est très bien, ça, c'est viser de l'amélioration. Mais c'est un point parfait. important parce qu'il y en a tellement qui vont chialer puis ils arrêtent de parler après. Mm-hmm. OK. Donc, souvent, je vais dire ça, même mes employés ou même des partenaires, ça, ils chialent. Je suis comme, OK, j'entends qu'est-ce que tu dis. Même les courtiers à l'intérieur de la firme, de notre firme ou ma firme, c'est que j'entends ta plainte, mais c'est quoi ta solution? Puis, si ta réponse, c'est « mais c'est pas à moi de donner la solution », peut-être pas, mais j'imagine, c'est facile de dire « moi, j'aime pas ça, mais trouve-moi une solution. » Comme, attends, là, comme, participe dans la solution. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu vois comme solution? Donc, tu sais, chialer, c'est correct. Moi, je dis tout le temps, comme, si vous chialez, excellent, mais rajoutez un élément de « je chiale », mais on pourrait faire ça comme ça, puis ça pourrait l'améliorer. Excellent. Donc, c'est du chialage productif. Du chialage pour chialer, là, we're not advancing the conversation, so what's the point? Optimiste. La question, c'était qu'est-ce que je vois d'optimiste dans le courtage hypothécaire ou dans la vie? Dans la vie, c'est large. Un peu moins large, mais plus large que le courtage hypothécaire, si tu veux. Plus large que le courtage hypothécaire. Moi, je suis... moi, j'entends... Le chialage numéro 1 que j'entends le plus aujourd'hui, là, c'est que la nouvelle génération, le Gen Z, si on veut, là, the Zoomers, et même avant ça, c'est terminé. Ils sont paresseux, right? Ils sont paresseux. Ils ne sont pas capables de rien faire. Ils sont toujours sur leur téléphone. Ils sont toujours sur leur téléphone. Et puis, je suis fondamentalement en désaccord avec cette position. Et je te dirais que les statistiques le sont aussi. C'est une génération qui, effectivement,
sont un peu plus déconnectés socialement parce qu'ils ont accès à leur téléphone. Puis, il y a certainement des choses qu'on devrait regarder pour dire, oh, ça pourrait être un problème. Notamment que je vais être I'm going to be left field here, mais le montant de sexualité, de relations sexuelles que les gens ont entre 18 à 35 ans est à un niveau, le plus bas niveau ever. Et la réponse de ça, c'est que ils ont une gratification instantanée en allant sur leur téléphone, en allant sur leur OnlyFans ou n'importe place pour avoir le montant infini de pornographie ou autre chose que. Donc, ça c'est des points critiques qu'il faut regarder pour dire, OK, but that could create some issues. Mais en termes de leur engagement envers l'environnement, leur engagement envers comment ils veulent que le monde soit au niveau travail, au niveau social, c'est quand même vraiment intéressant. Puis, tu sais, j'essaie je trouve ça très positif parce que la plupart à chaque génération, on crache sur la génération Évidemment. qui s'en vient après. Puis, je sais que c'est très large, mais cette génération-là, j'essaie de vraiment écouter puis de voir comment ils voient leurs perspectives parce que those are the people that are going to be voting. Those are the people that are going to be running the world eventually. À un moment donné, on va devenir plus vieux, puis ça va être ça. Donc, c'est de comprendre leur réalité, de comprendre comment eux autres, ça va être leur monde bientôt. Donc, c'est de comprendre comment ils veulent développer ça, puis j'essaie d'être particulièrement attentif à ça. Même les plus jeunes enfants, mes enfants, là, c'est pas de dire, moi, the parental vision of, I know better because I'm old and, fuck the world spit me out, chewed me up and spit me out, and now I know better, so listen to me. J'essaie d'écouter mon enfant de 4 ans, même si elle a 4 ans, pour voir comment elle voit les choses. Puis, tu serais surprenant combien d'idées innovatrices qui peuvent sortir pour travailler autonome, qui va sortir d'un enfant de 4 ans, une idée qui vont juste dire « Ah, j'ai fait ça aujourd'hui, là, puis j'aimerais que ce serait cool de faire ça, mais de prendre ça puis de le transformer en quelque chose qui serait innovant pour l'entreprise. » Même chose pour la Junior Consulting, ça s'en vient? Pas pour l'intégrer, mais juste une idée comme honnête, parce qu'ils n'ont pas de fil, puis ils sont pas le plus quand tu avances, tu vois la vie dans les fils qui ont été créés par ton passé et d'être présent et de créer une vision pour le futur qui n'est pas tachée par tes expériences personnelles du passé qui peuvent tacher un peu la vision du futur est très difficile. Donc, to bring back to the question, puis c'est vraiment comme les gens sont comme Jesus Christ. Mais c'est vraiment d'être attentif puis d'être positif avec la nouvelle génération que je pense que si on l'est, ça va transformer nos business puis transformer surtout la façon qu'on peut mettre en place des stratégies et des structures qui vont changer le monde puis faire une différence. Mais tu sais, c'est vieux, ça. Là. Chialer contre la génération qui s'en vient. Là, comme, c'est classique. Avant, là, il écoutait du rock and roll. C'est le devil, là, ça n'a pas de bon sens. Nous, c'était des jeux vidéo, comme on jouait à des jeux vidéo, puis c'était terrible. Là, eux, ils sont sur leur téléphone, je comprends. Mais ça aussi, ça va vite. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la génération Y, on était les jeunes. That has passed, là, comme on est les vieux, là, tranquillement. Je suis comme entre deux. Je trouve qu'on a un avantage stratégique qu'on est le pont entre deux générations. On peut faire un pont parce que moi, si quelqu'un me parle de l'analogue, je le comprends. Je comprends les CD, je comprends les VHS, je comprends les téléphones comme ça. Tu montres ça à quelqu'un qui est jeune aujourd'hui, il ne faut pas comprendre. Pourtant, je comprends aussi la technologie. Je suis capable de comprendre tout ce qui est les médias sociaux, que ce soit TikTok, Snapchat, toutes ces affaires-là, je le comprends. Je serais capable de YouTube. Quoi qu'on essayait de se montrer tantôt sur Instagram. Oui, mais ça, c'était avancé. C'est un green screen intégré. Là, je suis pas mal sûr que même quelqu'un de 18 ans... Là, mais le point, c'est que, tu sais, il y a une connexion qu'on peut faire, notre génération, comme pont, que je trouve qui est unique dans l'histoire à cause qu'il y a eu tellement de changements entre, mettons, le temps que j'avais 10 ans et le temps et l'âge que j'ai aujourd'hui, 43. Je sais, j'ai juste l'air de 30, mais c'est 43. J'étais pour le dire. Ouais, 43. Ah ouais. Non, mais peut-être pas 30, là, mais t'as pas l'air jeune, je sais pas. Ah ouais? Je trouve que tout le monde a l'air jeune. Dans ma tête, une personne de 40 ans, c'est vieux. Moi, j'ai 41, puis je pense pas que c'est vieux, mais je trouve que tout le monde a l'air jeune. Quand on a 18 ans, on pense que 40 ans, c'est vieux. Ouais. Jusqu'à temps que tu as 40 ans, puis tu penses que c'est pas si vieux que ça. Non, Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Non,
C'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, mais... absolument. Dans le fond, mais je trouve ça bien. En effet, les jeunes ou la génération qui sont. C'est pas Z? C'est génération quoi? Les Zoomers. Génération Z, exact. Génération Z. Sont, c'est Millennials, c'est nous. C'est nous, juste, I'm on the cusp, là, juste millennial. Puis après ça, c'est. Parce qu'avant, il y avait les X, Y, Z, puis les alphas après. Ça, c'est nos enfants. Là. Ça, c'est les alphas. Ils vont avoir leur voix, là, mais la voix en ce moment, elle a 47 mots. Là, ils n'ont pas développé leur problème ni leur. Mais clairement, ces gens-là vont être nos clients de demain, de maintenant et de demain. Ils vont être nos collègues, vont être nos médecins, nos docteurs, nos dentistes. Ils sont là, puis. Moi, je pense pas que c'est la fin du monde. Là, et c'est de faire de la place pour eux, puis aussi de savoir quand est-ce que c'est le temps de partir. Donc, pour tous les boomers out there, si tu veux que... It's time, guys. Comme on regarde les élections aux États-Unis, puis les élections au Canada, mais c'est le temps là, de vous tasser. Là. Franchement, là. Donc, si tu as 60 ans ou plus en ce moment, c'est pas le temps de diriger le monde, selon moi. Il faut laisser de la place. Il y a encore un rôle de mentor à jouer, mais c'est vraiment, when you hold on too tightly and for too long, you end up being the problem. Je pense que cette génération-là a tellement été le focus pour tellement longtemps qu'ils ont de la misère à lâcher prise. On voit ça dans les États-Unis, là, que les deux présidents, l'ex-président et le président, qui, écoute, c'est un geriatric circus. Mais c'est quasiment ça que les analystes regardent le plus. C'est de dire, est-ce qu'il a été capable de faire son discours au complet? T'as vu celui qui a fait, quand il parlait, puis il y a le prompt, là, 4 more years. Pause. Puis ça disait pause comme pour attendre pour le prochain. Il a lu pause, là, comme... Je comprends, là, mais si t'es pas assez cognitif pour réaliser que pause, là, ça voulait dire dis-le pas, là, ça va pas bien, là. Puis ça, c'était Biden, mais c'était pas pour dire que Trump, c'est mieux, mais c'est juste comme... Tassez-vous, là. Puis laissez rentrer d'autres gens qui pourraient dire les mêmes choses, mais au moins qui ont 20 ans plus jeunes. Puis ça sonne très âgisme, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Ça l'est vraiment pas. Comme quelqu'un qui a 85 ans ne devrait pas nécessairement être sauveteur sur la plage pour aller sauver les enfants pour nager 4 km. Là. Puis il n'y a personne qui dirait que c'est du âgisme. Donc tu sais, à un moment donné, il faut reconnaître la différence entre, when it's time to stay and time to go. Là, comme... Mais puis tu sais, time to go, ça ne veut pas dire comme arrête de travailler. Là. Non! Il y a un rôle pour ces gens-là. C'est juste que c'est peut-être pas le rôle d'être celui que les codes nucléaires. C'est ça. Entre le leader of the free world puis tout le reste à rien faire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'autres choses. Là, soit be a statesman, il y a plein de choses à faire comme beaucoup d'autres présidents. Anyway, on va pas rentrer dans la politique américaine, on va être là jusqu'à demain. Oui, ça va être une popée. Ryan, je te remercie beaucoup d'être venu. Je sais pas, y a-t-il quelque chose que tu voulais adresser? Y a-t-il quelque chose que là, c'est ta chance de plugger quelque chose? Je sais pas si tu veux plugger. Ton podcast, pour ceux, pour les courtiers qui veulent me suivre, c'est ça, le podcast La Retenue. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, où est-ce que j'essaie trouver la balance l'équilibre qu'on a striké entre tirer derrière le rideau et donner de l'éducation, c'est hypothèque avec un SRLH, donc hypothèque avec un SRLH. Le mot de la fin, écoute, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais je te dirais que pour tous les courtiers, parce que c'est un show de courtier, donc on va parler aux courtiers, trouvez votre voix unique. Si vous écoutez ce podcast-là, que ce soit un client ou un courtier, ou que ce soit n'importe qui n'est même pas dans le courtage, when you find your unique voice, que c'est passionnant, tu vas te réveiller le matin, tu vas être passionné de travailler, tu vas être content de venir au travail parce que tu as une mission. Puis je trouve que les gens sont désengagés dans leur travail, que ce soit courtier ou autre, parce qu'ils font juste livrer qu'est-ce qu'ils ont à livrer parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis il n'y a personne qui a dit que tu étais obligé de faire ça. Non, c'est ça. So, find your voice. Puis si tu le trouves et tu fais une différence dans la vie des gens, le succès va venir. Pas parce que tu as visé le succès, mais c'est parce que le succès est un symptôme de faire des bonnes choses. Donc, moi, je te dirais, je terminerai là-dessus parce que c'est positif. Merci, Ryan. Je pense que l'hypothèque a été bonne pour toi dans ta vie, mais je pense que tu as été bon pour l'hypothèque au Québec aussi. Fait que, encore aujourd'hui, merci d'être venu à mon podcast et bonne journée. À la prochaine. Excellent. On joue la musique, le gangster music. Let's go!
Jazzy. Merci beaucoup à Ryan Lahaye qui a été un invité en or. Merci à vous qui avez écouté l'épisode. Si vous avez apprécié, si vous avez aimé ça, likez, partagez les réseaux sociaux, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. C'est toujours apprécié. Ça nous permet de savoir qu'on fait quelque chose de bien, puis qui est pertinent, puis qui est intéressant pour vous. Puis c'est évidemment ça l'objectif. Si vous avez des questions pour Ryan Lahaye, il a nommé ses handles pendant l'épisode. Si jamais vous voulez me rejoindre, moi, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le faire à commercial P Saint-Lô sur Instagram ou Pierre-Alain à commercial planiprêt.com. Ça me fait toujours plaisir de parler d'hypothèque avec mes invités, mais également avec vous. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine.